Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que d'abord vous nous entendez bien? Est-ce que ça va? Le son est impeccable pour vous. Merci de nous avoir rejoints ici donc, sur cette scène de France Télévisions pour cette discussion consacrée aux merveilles et aux énigmes de l'univers. Alors c'est vrai que depuis maintenant l'histoire quasiment de l'humanité, depuis la nuit des temps, le cosmos avec ses vastes étendues représente pour les humains une source perpétuelle de fascination et d'émerveillement qui a inspiré à la fois des poètes, des scientifiques et des philosophes. Et avec nos invités, c'est précisément cet infini cosmique que nous allons explorer et voir comment aujourd'hui on arrive à répondre aux grandes questions qui animent précisément les chercheurs, des questions parfois extrêmement complexes et avec une séquence scientifique en ce moment en tout cas qui est tout à fait fructueuse et qui fait énormément bouger les connaissances. Donc avec nos invités, on va vous proposer un grand voyage de 45 minutes dans le noir de l'espace pour aller explorer ensemble des milliards d'étoiles et des galaxies et peut-être aussi évoquer quelques vies extraterrestres. Alors pour nous guider justement dans le vide cosmique, eh bien, je vous présente nos invités que vous connaissez déjà, Nathalie Cabrol et Christophe Galfard. Bonjour à tous les deux, très heureux de vous retrouver. Nathalie Cabrol, vous êtes astrobiologiste à l'Institut SETI, c'est aux États-Unis, institut qui a été créé par la NASA. C'est pas par la NASA? Non, c'est pas par la NASA. Ah ben alors j'ai lu que ça avait été financé oui, une partie. Ça court beaucoup, mais il y a des financements de la NASA, des contrats de la NASA, mais ça a été créé par Jill Tarter et Tom Pearson en 1984. En tout cas, pour explorer, expliquer l'origine, la nature de la vie dans l'univers. Et vous avez plusieurs ouvrages à votre actif, dont le dernier est celui qui est juste ici, l'énigme cosmique de la vie, qui s'affiche juste là, et puis précédemment à l'aube de nouveaux horizons, le point sur la recherche de la vie dans l'univers. Christophe Galfard, vous êtes quant à vous écrivain scientifique, docteur en physique théorique à l'université de Cambridge. Vous avez été élève du cosmologiste Stephen Hawking et votre actualité à vous, c'est ce voyage dans l'infini publié chez Michel Lafon, et vos ouvrages à vous, Nathalie Cabrol, sont publiés au Seuil. Voilà, c'est donc parti pour 45 minutes de discussion. Nathalie Cabrol, est-ce que d'abord vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous faites au SETI et qu'est-ce que c'est exactement que cet institut alors? Alors, je dirige à l'Institut les chercheurs qui sont là, mais c'est qu'une partie de mon travail. Comme on dit chez nous, j'ai deux chapeaux, deux visières. Celle de directrice du centre Carl Sagan, qui est un centre de recherche en astrobiologie. Et l'autre partie de mon travail, c'est la recherche, les projets et l'astrobiologie appliquée. L'Institut SETI est unique dans le fait qu'il s'occupe de la recherche de la vie dans l'univers depuis l'origine de la vie jusqu'à la recherche de civilisations extraterrestres avancées. Est-ce qu'on en a trouvé ou pas? On cherche. À cette heure-ci, donc rien à déclarer? Apparemment. Ouais, pas de scoop particulier? Non, pas de scoop particulier. En revanche, est-ce qu'on a une idée de l'échéance à laquelle on pourrait précisément un jour peut-être trouver des vies extraterrestres? C'est amusant parce on arrive toujours à me poser la même question et je fais souvent la même réponse. Je dis qu'on n'a jamais été aussi proche. Ça vous aide? Écoutez, à l'échelle de l'univers, ça peut dire qu'il faut probablement être très patient. Non, ça veut simplement dire qu'on fait tellement de progrès dans tous les domaines que c'est difficile de faire un pronostic. Il y a le système solaire, c'est le plus proche, on peut avoir des échantillons, on a mis beaucoup d'efforts. Donc logiquement, on peut se dire que peut-être que c'est là où on aura les premiers résultats. Mais dans les faits, on a beaucoup maintenant de recherches d'exoplanètes. Et ce que je disais avec Christophe il y a quelques heures, peut-être la preuve la plus absolue qu'il existe de la vie dans l'univers, c'est si on a une soucoupe volante qui atterrit au milieu de la place de la Concorde. Donc tout ça peut arriver à n'importe quel moment en fait. Donc il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. À accueillir la vie si elle arrive, hein, ou si on la découvre ailleurs dans l'univers. Et la vie simple ou la vie plus avancée, ce sont des questions un petit peu différentes. Christophe Galfard, justement, imaginons qu'un jour nous découvrions la vie quelque part. Alors sous quelle forme d'ailleurs, ça reste aussi à définir. D'un point de vue d'abord purement philosophique pour notre humanité, qu'est-ce que ça représenterait à votre avis? C'est compliqué à dire. Lorsque certains ont fait des blagues quant à l'existence de vie extraterrestre, apparemment certains ont sauté par la fenêtre de désespoir. C'était Orson Welles qui avait fait ça, ou H.G. Wells. H.G. Wells qui avait fait ça et qui avait annoncé à la radio, je ne sais plus en quelle année, dans les années 60, je crois que c'était, que les extraterrestres venaient d'arriver. Et bah, tout le monde a sauté tout le monde. Des gens ont sauté par la fenêtre. Pour moi, ça confirmerait le fait
qu'on n'a pas une place particulière dans notre univers. Ça participerait de ce lent processus qui est de nous défaire de l'idée que nous sommes centraux en tant qu'humains. Au début, on a cru, parce qu'on a l'impression que c'est le cas, que la Terre est au centre de l'univers. Aujourd'hui, on sait que pas du tout. Ensuite, on a probablement cru que parmi le vivant sur Terre, on était spéciaux. Aujourd'hui, on sait que pas du tout. Et l'étape d'après, potentiellement, c'est de se dire que même tout le vivant sur Terre n'est pas si spécial que ça, mais fait partie d'une immense famille du vivant qui serait éparpillée un petit peu dans l'univers tout entier. Ce serait quoi, une nouvelle blessure narcissique, Nathalie Cabrol, d'apprendre qu'il y a d'autres vivants dans l'univers ou pas? Absolument pas. Et là, je rejoins complètement Christophe. En fait, il y a une espèce de décentralisation depuis la révolution copernicienne. On perd de plus en plus notre place centrale. Ce que tu pouvais rajouter aussi, c'était les exoplanètes. On découvre maintenant que le système solaire n'est absolument pas unique. Il est peut-être unique dans sa composition et dans la manière dont les planètes sont agencées. Mais il y a des milliers de systèmes planétaires dans un tout petit coin de notre galaxie. Ça, c'est les missions Kepler, TESS et maintenant James Webb. Donc, il n'y a pas de problème de narcissisme. Au contraire, je pense que ça nous ferait beaucoup de bien. Ce qu'il ne faut pas attendre, par contre, c'est que les extraterrestres viennent pour régler nos problèmes. Ça, c'est toujours le problème quand on discute. Il est temps pour notre civilisation de grandir, de passer à l'âge adulte. Mais avoir d'autres êtres qui pourraient discuter avec nous de ces questions sur est-ce qu'ils savent plus que nous sur l'origine de la vie, sur les lois de l'univers, quelle a été leur évolution, quelle est leur perception du vivant ou du non-vivant, ce serait quelque chose de formidable quand même. Ouais. Enfin, sauf que là, vous faites allusion à une forme de vivant qui est déjà très élaborée, parce que des extraterrestres, ce seraient des formes de vie qui nous ressembleraient un petit peu, mais quand on parle de la vie ailleurs dans l'univers, on ne pense pas forcément à des êtres à bord d'une soucoupe volante. Absolument, mais et là aussi, ce que je dis souvent en souriant, parce que j'ai même des collègues ascétiques qui, eux, s'occupent alors de civilisations extraterrestres avancées et qui regardent les microbes un petit peu de haut, et ils me disent, mais on ne peut pas avoir de conversation philosophique avec des microbes. Je lui dis, c'est comme tout le reste, il faut savoir parler la langue. Si vous parlez à un microbe, il va vous parler de métabolisme, il va vous parler d'origine, il va vous parler de processus chimiques et physiques qui peuvent nous en prendre très très long. Et ce que les gens oublient, c'est que nous sommes des microbiomes sur pied. On est une association de microbes qui se sont, au cours du temps, mis ensemble de cellules qui sont uniques, à des organismes unicellulaires et beaucoup plus complexes. Après, il y a le problème de l'intelligence et de la conscience, c'est autre chose. Mais si on regarde les lois de la nature, il est tout à fait probable que l'univers est rempli de vie simple, beaucoup moins de vie très avancée. C'est ça, Christophe, quand on parle de vie, c'est surtout, pour l'instant en tout cas, la plus grande probabilité, c'est de découvrir une vie microbienne avant tout? Si on prend une fois de plus la Terre comme exemple, vu que c'est le seul exemple qu'on ait, la vie complexe, multicellulaire, est apparue longtemps après la vie unicellulaire, le plus simple, disons. Et la vie unicellulaire, la vie simple, existe encore sur Terre et en nombre est bien plus importante que toutes les autres formes de vie réunies. C'est incomparable. Donc si on prend notre exemple, et une fois de plus, est-ce qu'on a le droit de prendre la Terre comme exemple pour l'univers tout entier? Peut-être pas, mais en tout cas, on n'a pas trop le choix. Donc effectivement, a priori, ce qu'on trouvera... Après, ça ne veut pas dire qu'on trouvera en premier de la vie simple. Parce que si on trouve de la vie simple, en gros, c'est autour de nous. C'est sur Mars, sur Vénus, sur potentiellement... La banlieue proche, quoi. La banlieue proche. C'est dans notre système solaire à nous, pour être franco. Si on veut trouver de la vie intelligente, là, pour le coup, ce sera probablement beaucoup plus loin tout de suite. Parce qu'on ne peut pas trouver un microbe sur une autre planète en étant certain que c'est un microbe. C'est ce que Nathalie disait tout à l'heure. Pour être certain qu'on ait une vie extraterrestre là, sous nos yeux, il faudrait qu'elle atterrisse sur Terre. Ou bien qu'on aille la voir sur Mars ou Vénus, enfin Vénus sera chaud, mais sur une des lunes de Saturne et Jupiter. Donc si on veut... La première vie intelligente qu'on pourrait trouver, c'est forcément lointain. La première vie intelligente, oui, on peut se poser une question sur ce que ça veut dire. Stephen Hawking et d'autres personnes ont dit, avant de chercher de la vie intelligente ailleurs dans l'espace, il faudrait peut-être en trouver un peu sur Terre. On n'en a pas encore trouvé, peut-être que ça arrivera. Mais voilà, la vie microbienne, c'est probablement autour de nous. La vie intelligente, c'est probablement loin de nous. Et c'est probablement un signal qui nous serait envoyé, plutôt qu'une réponse à un signal à nous, ne serait-ce que pour les délais.
Parce que nos premiers signaux, ils ont quoi? Ils ont 150 ans à peu près. Ça fait 150 ans que la Terre émet des signaux que potentiellement des extraterrestres pourraient détecter. Et 150 ans à la vitesse de la lumière dans notre univers, c'est rien. Si on a notre galaxie qui fait une taille comme ça, que nous on est un point, 150 ans, c'est même pas la taille de mon doigt autour du point, c'est minuscule. Et ça, c'est notre rayonnement, disons, d'espèce intelligente, ça s'arrête là. On va pas plus loin. Personne ne nous a entendu au-delà de ça. Nathalie Cabrol, vous rappelez tout de suite dans votre livre que la question de la vie ailleurs dans l'univers, c'est une question qu'on se pose depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Pourquoi d'ailleurs l'humanité finalement se pose cette question au fond? Je pense que du moment où les humains ont commencé à se détacher un petit peu plus de la nature et être mieux protégés, ils ont commencé à regarder cette nature d'une autre manière que des animaux dans l'écosystème, toujours prêts à être mangés par quelque chose ou par quelqu'un. Une fois qu'on est à l'abri, on peut devenir plus contemplatif. Et la première chose que vous voyez, c'est quand même un ciel plein d'étoiles le soir. Et ça pose des questions. Les Grecs ont commencé à voir des astres errants qui se promenaient, les planètes. Et il y a tout cet aspect contemplatif. Je pense qu'il y a l'immensité qui nous frappe immédiatement. Et ensuite se demander, mais nous, on est des êtres conscients, on parle, on peut voir toutes ces choses autour de nous, mais est-ce qu'ailleurs, il n'y a pas quelqu'un qui pense la même chose, qui regarde la même chose, et pourquoi c'est aussi grand, et pourquoi ça existe? Je pense que... bon, je commence à prendre de la bouteille, mais je n'étais pas là à ce moment-là. C'est peut-être des questions qu'on se pose immédiatement quand on regarde le ciel. Je ne sais pas, moi, c'est la première question que je me suis posée quand j'avais 5 ans et je regardais le ciel. Je me disais... Vous pensez que les hommes préhistoriques, il y a 20 000 ou 30 000 ans, se posaient déjà la même question en regardant la voûte céleste? Mais il y a des représentations sur des grottes où on voit... en tout cas des étoiles ou au moins le soleil. Donc il y a déjà ce questionnement de la position et en tout cas de l'importance des cycles naturels dont notre étoile fait partie pour la vie, pour la survie. Est-ce que c'est une recherche dynamique, ça, Christophe Galfard, aujourd'hui, cette recherche de vie extraterrestre, vraiment au sens très large du terme? Est-ce que ça mobilise vraiment une partie conséquente de la communauté scientifique? Est-ce qu'au contraire, c'est marginal? Comment on l'appréhende, ça? Alors, je pense que Nathalie sera beaucoup plus à même de répondre à cette question que moi, mais il y a une chose quand même que je peux... Il y a deux petites choses que je peux dire. La première, c'est qu'il y a 30 ans ou 40 ans, quand j'étais même pas encore chercheur, d'entendre la voix d'un ou une astrobiologiste, quelqu'un dont le but scientifique était de trouver de la vie ailleurs ou le fonctionnement de la vie ailleurs, c'était complètement marginal. Il me semble en tout cas, les portes des laboratoires étaient fermées en gros à ces hurluberlus qui pensaient n'importe quoi et qui pouvaient imaginer ces choses. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire avec cette recherche-là, c'est que ça draine des savoirs de quasiment toutes les disciplines scientifiques. Il y a peu d'endroits où une chose, la vie, va réunir la thermodynamique, on avait dit qu'on ne parlerait pas de ça, mais bon, je l'ai lâché. La thermodynamique, la gravitation, le fonctionnement des étoiles, la naissance des planètes, éventuellement de la climatologie. Toutes ces choses-là sont réunies pour essayer de découvrir quelles sont les conditions nécessaires à la vie. Maintenant, si je peux juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure, sur le coup de notre projection par rapport à la vie extraterrestre. Peut-être que dans ce que j'en imagine moi, peut-être que nos ancêtres, il y a 20 000 ans, 30 000 ans, se projetaient sur les étoiles lointaines, etc. Mais je ne suis pas sûr que l'idée même ait existé pendant presque 2-3 000 ans. Je pense que ça a changé depuis 2-3 000 ans. Dans le sens où, soudain, une explication était donnée à la réalité. Où on avait, par exemple, avec Aristote, un monde qui était un univers séparé en deux. Il y avait ce qu'il y avait au-delà de la Lune et en dessous de la Lune. Le domaine des humains était sous la Lune, et là, on pouvait comprendre les choses. Au-delà de la Lune, on ne pouvait pas. C'était le domaine des dieux, pour le simplifier un peu. Et étant le domaine des dieux, la projection de vie extraterrestre là-bas n'existait pas, en fait. C'était les dieux, c'était autre chose. C'est un peu comme ça que je l'imagine. Tu sais, ça c'est intéressant parce que c'est véritablement notre culture à nous. Quand on regarde les mythes, qui sont des mythes dans tous les pays du monde qui ont des cultures locales qui survivent encore, il y a beaucoup de mythes d'ancêtres qui descendent des étoiles.
Donc c'est bien avant en fait les Grecs et les Romains. Pour nous, c'est notre culture ici en Europe. Mais on retrouve ça en Polynésie, on retrouve ça en Australie, on retrouve ça aux États-Unis aujourd'hui. Il y a énormément de populations locales qui vous disent nos ancêtres viennent des étoiles, viennent du ciel. Et ils ont raison de le dire, parce qu'on vient vraiment des étoiles. Absolument. Au sens physique du terme, d'ailleurs. Hein. Absolument. On est composé, comme le disait notre cher Hubert, de poussière d'étoiles, et Carl Sagan le disait aussi. Mais c'est exactement ça. Maintenant, ça veut dire que très très rapidement, les humains ont associé leur existence à l'existence de ce qu'ils voyaient dans le ciel. Nathalie Cabrol, arrêtons-nous un instant quand même sur ce terme de poussière d'étoiles, parce qu'il est très populaire, évidemment. Il a été popularisé par Hubert Reeves, Carl Sagan, effectivement. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment être une poussière d'étoiles, nous qui sommes tous ici des poussières d'étoiles? Ça veut dire quoi vraiment en fait? Tu auras peut-être le droit de parler de thermodynamique à un moment ou à un autre. C'est inscrit dans nos os, c'est inscrit dans nos organes? C'est inscrit partout, c'est à la base même de ce qui compose une molécule. Les atomes qui nous composent sont nés de l'existence des étoiles et de leur combustion. Au fur et à mesure de leur existence, les premières étoiles, c'est de l'hélium et de l'hydrogène. Elles vivent leur vie, elles fusionnent, elles explosent et elles créent des éléments de plus en plus lourds. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore, le soufre. Tout ça, ça a été créé au cœur des étoiles, tous ces atomes. Et ils se mettent ensemble, ils forment des molécules. C'est un petit peu, pensez un petit peu comme des mots que vous créez à partir de lettres. On commence par des lettres, ensuite on fait des syllabes, et puis ensuite on crée des mots. Et ensuite, eh bien, moi, je prends toujours cet exemple. L'ADN qui permet de passer l'information, c'est un peu comme le verbe qui donne la direction. Il y a beaucoup de répétitions, mais imaginez ça comme ça. On est né de l'existence des étoiles. On est né dans le cœur des étoiles. Voilà pourquoi Carl Sagan et Hubert Reeves parlaient de poussière d'étoiles. Ouais, mais c'est extrêmement émouvant parce qu'on porte cette histoire qui a des milliards d'années au fond aussi, en nous. On a récemment, le James Webb a mis en évidence des molécules... Télescope, hein. Oui, pardon. A mis en évidence des molécules organiques. Alors, ce n'est pas la vie, mais c'est les briques de la vie qui ont 12 milliards d'années. Ça veut dire que très, très proche du début de l'univers, on commence à voir la construction de molécules organiques. Et ça, cette vision de poussière d'étoiles, disons, elle est ultra récente dans l'histoire de l'humanité. C'est en particulier des gens comme Eddington au début du XXe siècle qui ont compris pourquoi les étoiles brillaient. Avant, on ne savait pas vraiment d'où venait leur énergie à ces étoiles. Et tout ce que Nathalie vient de dire, toute cette fabrication d'atomes, de briques de base de la matière, on a commencé à le comprendre il y a 100 ans. C'est rien, 100 ans. Et quand on voit ce qu'on a appris depuis, c'est absolument phénoménal. Mais il y a un autre truc que tu as dit, toi, qui est... c'est émouvant parce qu'on a cette mémoire un petit peu en nous. Je ne sais pas si tu l'as dit exactement comme ça, mais il y avait l'idée que... Enfin, peut-être qu'on peut avoir l'idée qu'il y a une sorte de mémoire, d'information qui reste depuis cette fabrication dans les étoiles. Alors, c'est pas sûr qu'il y en ait. C'est possible que toutes ces briques de base n'ait strictement aucune mémoire. C'est comme des Legos, si vous voulez, ou des lettres. La lettre que vous allez utiliser n'a pas mémoire d'avoir été utilisée dans un mot précédent. En revanche, une fois qu'elles se sont assemblées pour faire ces mots, comme l'ADN dont Nathalie parlait, là, il y a une mémoire qui soudain est apparue dans notre univers et qui est restée. Et nous sommes les héritiers vivants de cette mémoire du vivant. Il n'y en a pas énormément des choses qui maintiennent cette mémoire autour de nous dans le cosmos. Ben nous, on est les héritiers d'une mémoire qui est apparue naturellement. Nathalie Cabrol, aujourd'hui, on a des technologies qui sont capables d'explorer à la fois l'infiniment petit ou l'infiniment, le démesurément grand, comme vous le dites vous-même. Ça veut dire que plus les technologies se perfectionnent et plus justement on a des chances d'aboutir à la fois la découverte peut-être d'autres vies ou en tout cas d'une histoire très ancienne de notre univers qu'on n'a pas encore vue. Alors bon, il y a toujours cette histoire, quand on regarde loin dans l'univers, on voit tôt parce que c'est une machine à remonter dans le temps. Il y a aussi autre chose qui change. Parce que comme je dis toujours, je ne sais pas s'il y a une destination, mais en tout cas il y a un cheminement et l'objectif qu'on a se modifie. Et pourquoi il se modifie? Parce qu'au fur et à mesure que la technologie augmente,
que la résolution des instruments augmente, on voit d'autres choses et on est plus en position d'articuler de meilleures questions, ou en tout cas de les articuler de manière différente. C'est comme ça que, et c'est pour ça que je disais, notre vision de l'univers, elle change à chaque génération. Alors, on verra l'univers de manière différente. James Webb nous a déjà montré ce que ça pouvait faire. La première image, il y a un fond de ciel qui est absolument invraisemblable. Et là, je te laisserai parler parce que la physique, elle est absolument démesurée. On se rend compte qu'il y a des galaxies, beaucoup plus de galaxies qu'on attendait beaucoup plus tôt. On en est même à questionner l'âge du Big Bang maintenant, pour ceux qui ne parlent pas même de l'existence du Big Bang, qui est questionné lui aussi. Mais il y en a qui disent que ce n'est pas possible. On doit se tromper sur l'âge de l'univers, ce n'est pas possible qu'il y ait autant pour de l'instant, on est quoi, 13,8 milliards d'années, 14 milliards d'années quasiment 13,8. Voilà, et on se pose encore la question de l'âge de l'univers. Il se trouve que Big Bang, le mot Big Bang, plein de gens vont y mettre un sens qui est un petit peu différent. Du coup, je vous propose de le définir, comme ça on sait de quoi on parle. Enfin, moi, je donne ma définition. Quand on essaye de comprendre ce qui nous entoure, que ce soit le vivant, que ce soit des sociétés extraterrestres pour l'instant inconnues, ou l'univers, ou la matière, ce qu'on veut, il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on a découvert petit à petit, c'est qu'il existe des lois dans la nature. Et que ces lois, on est capable même d'en trouver certaines. Pour ce qui est de l'histoire de l'univers en entier, il y a une loi qui prévaut sur toutes les autres, c'est la gravitation. C'est elle qui, à grande échelle, semble être le moteur de l'évolution de notre univers. Et on a une vision pour comprendre ça qui est celle d'Einstein. Et c'est une vision mathématique. Et cette vision, elle nous donne plein de choses possibles qu'on essaye de mettre en rapport avec ce qu'on voit dans l'espace. Et il y a une des choses qu'on voit, c'est que notre univers s'agrandit. Donc ça, on peut le mettre dans les équations et se dire, si l'univers s'agrandit, ça veut dire qu'avant, il était plus petit. Et du coup, on utilise les équations d'Einstein, en plus des télescopes, pour remonter dans le temps, pour voir ce que les équations nous disent, l'univers était comme ça avant. Et on arrive à un moment où les équations même d'Einstein nous disent, stop, tu peux plus m'utiliser moi. Les équations d'Einstein ne marchent plus. Bon, ça, c'est une des définitions du Big Bang. C'est le moment où on n'a plus le droit d'utiliser les équations d'Einstein pour aller plus loin. Ça nous situe à quelle période? À 13,8 milliards d'années. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une réelle limite physique à cet endroit-là? Pas forcément. C'est les équations, c'est la vision mathématique qu'on a de l'univers qui ne fonctionne plus, qui nous dit elle-même, si vous voulez aller plus loin, il va falloir trouver une autre théorie. Pas Einstein, c'est quelque chose d'autre, dans laquelle il y a peut-être un autre temps, peut-être un autre espace, peut-être un goulet qui nous amène vers un autre univers qui existait avant. On ne peut pas utiliser les équations d'Einstein. Donc on doit dépasser un mur, voilà. En fait, concrètement. Alors du coup, on peut dire que le Big Bang, c'est une théorie qui dit que notre univers a commencé petit et s'est agrandi. Ça ne donne pas de réponse sur le commencement lui-même. Ouais. Et ça, l'idée de Big Bang dit comme ça, c'est pas remis en question. Et alors c'est intéressant parce que Nathalie Cabrol, ce que nous explique Christophe là, c'est que le Big Bang, c'est pas un point zéro en fait. C'est pas le démarrage, c'est pas une explosion comme ça qui donne un début en fait. Non, et on l'interprète toujours comme ça en réalité. C'est-à-dire que c'est un peu, je dirais que c'est la manière la plus simple d'envisager intellectuellement, parce que c'est dur de dire aux gens, on arrive à un point où notre science est plus suffisante, où nos lois ne peuvent pas expliquer, où la physique ne marche plus. Mais derrière, c'est peut-être aussi immense, etc. Alors là, on commence à rentrer dans la possibilité que notre univers est issu d'un trou noir dans un autre univers, que ça continue ailleurs, etc. etc. Mais on ne peut pas l'expliquer. Il faut donc qu'on amène d'autres modèles. Tout ce qu'on sait, c'est que la physique, et ensuite donc la chimie, l'astrochimie, etc., commence à ce moment-là, en tout cas quand l'univers devient suffisamment froid, ça commence à se mettre en place. Il y a des étoiles qui naissent, il y a des galaxies qui se forment. On ne sait même pas lesquelles se sont formées en premier, en fait. C'est toujours discuté. Et il y a beaucoup d'inconnus encore. C'est pour ça que, comme vous le disiez, on a besoin de meilleurs instruments, de meilleures résolutions. Et à chaque fois, on a une nouvelle vision. Mais malgré tout, c'est des petits pas, des tout petits pas. Et ce mur, cette espèce de barrière, il va vraiment falloir de nouvelles théories pour pouvoir le passer. Et ce qui est amusant aussi, c'est que grâce à ces télescopes et à la théorie et tout ça, on arrive quand même, quitte à ce que ce soit petit pas par petit pas, à écrire une nouvelle histoire qui est la nôtre, l'histoire du vivant tel qu'on le connaît sur Terre. Et par exemple, sur les premières galaxies, on n'avait jamais eu accès
aux premières galaxies existant dans notre univers. Et depuis un an, oui. Notamment avec le télescope James Webb qui nous montre des galaxies telles qu'elles étaient il y a 13 milliards et quelques centaines de millions d'années. Donc, c'est des chiffres qui paraissent énormes. Mais à l'échelle de l'univers, de voir une galaxie qui existait il y a quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, c'est rien. C'est le début. Et on réalise petit à petit que probablement, on disait probablement à chaque fois, que probablement le noyau, la graine qui a donné naissance aux galaxies, ce sont des trous noirs. C'est ce que James Webb est en train de nous montrer petit à petit. Ce n'est pas encore certain, mais il semblerait que c'est ça. Qu'autour de ces trous noirs, des choses se sont mises à tourner, que ça a donné naissance aux galaxies, qui ont donné naissance à la Voie lactée, avec des collisions de partout, qui ont donné naissance aux vivants. On a une sorte d'histoire qui est en train de s'écrire et qui nous remet dans une sorte d'ordinaire cosmique qui aurait pu aboutir et exister absolument partout. Christophe, la première image de James Webb, justement, c'est juillet 2022, donc c'est à peine il y a 2 ans. Donc c'est un télescope qui voit dans l'infrarouge. Alors on ne va pas rentrer dans trop de détails techniques, mais en tout cas c'est intéressant parce que l'infrarouge dans ce domaine-là, ça nous permet de voir des choses que l'œil ne peut pas voir. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, hein, toutes et tous, c'est que vos sens, non seulement ils vous trompent, mais en plus ils vous disent n'importe quoi. Il ne faut pas faire confiance à nos sens pour comprendre le réel qui nous entoure, notamment parce que l'immense majorité des signaux qui nous entourent, nos corps ne les perçoivent pas. On ne les ressent pas, nos corps ne sont pas faits pour les détecter parce qu'on n'en a jamais eu besoin, disons, pour l'évolution. Mais il y en a partout autour de nous des signaux invisibles. Je vous donne un exemple. Le Soleil émet des petites particules qu'on appelle des neutrinos. Et là, par seconde, par centimètre carré de votre peau, là maintenant, il y en a 50 milliards qui vous traversent. Je ne sais pas si vous les sentez, mais il y en a beaucoup. C'est vrai pour la lumière aussi. Il y a la lumière que nos yeux perçoivent, mais il y en a énormément d'autres. Et il y en a une qui s'appelle les infrarouges, qui est juste après. Si vous regardez l'arc-en-ciel, c'est juste après le rouge. Donc nos yeux, ils ne voient rien à cet endroit-là, mais il y a un arc-en-ciel qui continue, qui se trouve être en infrarouge, qui est là. Et l'infrarouge a la propriété extraordinaire de traverser la poussière. Ce qui fait qu'on peut voir à travers la poussière dans notre univers. Et quand il y a des objets qui se créent comme des étoiles, des nouvelles planètes, des galaxies lointaines ou des trous noirs qui mangent des choses, il y a plein de poussière autour. On ne peut pas les voir. Avec l'infrarouge, on peut. Et ça, Nathalie Cabrol, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on vit une époque qui est totalement nouvelle aussi grâce à la technologie. Si Galilée avait eu ses instruments, et déjà il a fait des choses extraordinaires à son époque, hein, mais là, on est vraiment dans une séquence de l'astronomie qui est tout à fait particulière quand même, non? On commence à voir l'invisible, on commence à pouvoir sentir les choses qu'on ne pouvait pas sentir, et ça va de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de savoir, et c'est pour ça qu'on a un domaine comme l'astrobiologie qui est par nécessité multidisciplinaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'origine de la vie sans comprendre comment les étoiles se forment, sans comprendre leur position dans la galaxie. On parlait tout à l'heure avec Christophe de savoir si la vie peut-être est un phénomène générationnel de l'univers, que peut-être on arrive à un état de l'univers à un moment précis où la vie est possible. Mais pour ça, il faut comprendre de quoi l'univers est formé, comment il évolue, quelle est sa dynamique. Et on arrive, je dirais, peut-être que tout le monde a pensé la même chose, peut-être que Galiléo a pensé quand il a conçu son télescope, il s'est dit ça y est, j'ai révolutionné l'histoire de la science, et il l'a révolutionné. Parce qu'on voyait pour la première fois ces petites lunes tourner autour d'autres planètes, ça nous a appris plein de choses. Mais j'avoue que pour l'instant, ça se passe au niveau du système solaire, ça se passe au niveau des exoplanètes, ça se passe au niveau de la cosmologie, de la physique théorique qui est complètement en train d'être révolutionnée aussi parce qu'on a tous ces regards. On vit une époque particulière de l'histoire de l'humanité, certainement. Je dirais que, en particulier, la découverte des exoplanètes, personnellement, je place ça au même niveau que la révolution copernicienne. Alors, il faut juste dire ce que c'est quand même qu'une exoplanète. Les exoplanètes, c'est les planètes qui se forment en dehors du système solaire, autour d'autres étoiles. Et donc, ça a été la réalisation que notre système solaire n'est pas unique. Encore une fois, on n'est pas le centre de l'univers, encore que si l'univers part dans toutes les directions à la même vitesse, on est toujours au centre de quelque chose. Mais ça veut dire qu'on n'est pas unique, qu'il y a d'autres systèmes planétaires, qu'il y a peut-être d'autres planètes
planètes comme la Terre qui ont des conditions favorables pour la vie. C'est peut-être une vie différente, c'est peut-être des conditions différentes, mais ça commence à nous parler de pluralité. Ça, alors de diversité, voilà, hein. avant c'était le domaine de la science-fiction. Là, on assiste vraiment à une diversité de propositions finalement sur les planètes elles-mêmes, hein. Et d'ailleurs, la toute première qui a été découverte en 1995 par les prix Nobel, donc Didier Queloz et Michel Mayor, c'est une planète qui a surpris les chercheurs eux-mêmes, hein. C'était pas vraiment la première en fait. On a parlé beaucoup de celle de Michel et Didier parce que c'était la première autour d'une étoile de type Soleil. Mais les premières planètes qui ont été découvertes, c'était autour de pulsars. Alors la raison pour laquelle on parle plus de la première que de la seconde, c'est simplement parce que tourner autour de pulsars, c'est pas très sympa pour la vie. Les pulsars envoient plein de rayonnements qui sont très très nocifs. Mais effectivement, imaginez que ça a seulement 30, 40 ans, ça fait qu'on commence à avoir une perception d'autres systèmes planétaires. C'est formidable. C'est à l'échelle de notre génération. Notre vision de notre position dans l'univers se transforme complètement. Et là, on rentre dans un domaine qui m'est toujours... J'aime beaucoup cet aspect. C'est comme on n'a qu'un seul point pour le moment. Et c'est nous, on connaît que la biochimie terrestre. Toutes les questions qu'on se pose, en fait, toutes les questions qu'on pose à l'univers, c'est des questions vis-à-vis de nous-mêmes. On est en train d'essayer de comprendre quelle est notre place dans l'univers. S'il y a d'autres civilisations, comment ils ont échappé aux crises qu'on est en train de traverser. Parce que s'ils communiquent avec nous, ça veut dire qu'ils ont réussi à passer ces crises. Ou alors ils ont été tellement malins qu'ils n'ont pas eu besoin de passer au travers de ces crises. Alors comment ils ont fait? Tout ça, c'est toujours une réflexion vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne sais pas si les extraterrestres, d'abord, ils existent, ou si même ils nous ressemblent. J'en sais rien. Mais pour le moment, mon questionnement, il est vis-à-vis de... Et s'ils nous ressemblaient? Qu'est-ce qui se serait passé? À quoi ils ressemblent? Mais ça peut être aussi une signature biochimique qui pourrait être découverte par exemple sur la planète Mars ou dans un océan d'une lune de Saturne ou Jupiter, Christophe Galfard. Bah, pour moi, ce serait super. J'adorerais. Si notre génération d'humains pouvait être les premiers à détecter une vie sur une autre planète ou lune, enfin... Je serais trop content. Après, le questionnement suivant, ce sera de savoir si cette vie imaginons qu'on trouve quelque chose sur Mars. Est-ce que c'est la même forme de vie que sur Terre? Est-ce que c'est à base de cellules? Est-ce que ce sont les mêmes atomes qui sont utilisés? Ensuite, les mêmes molécules? Ensuite, les mêmes agencements? Auquel cas, ça voudrait dire que peut-être que ça a communiqué d'une planète à l'autre. Ce serait dommage, mais bon, ce serait quand même chouette. Mais ce qui serait complètement fou, ce serait de trouver une forme de vie qui n'est pas celle qu'on connaît sur Terre. Ça, si on en trouve une comme ça dans le système solaire, là tout d'un coup, les possibles pour l'univers entier deviennent complètement fous. Parce qu'il y en a partout. Et pour le moment, on a peut-être un manque d'imagination là-dessus, Nathalie Cabrol, non? Non, pas du tout. Je crois qu'il y a aussi là une idée assez fausse qui se fait parce qu'on entend beaucoup parler d'exploration planétaire. Il y a des missions tout le temps. Il y a vraiment une richesse d'exploration à l'heure actuelle. Mais ce qui s'est passé ces 40 dernières années, c'est qu'on a commencé par essayer de comprendre quelle lune, quel monde, quelle planète était habitable. Et l'habitabilité et la vie, c'est pas forcément la même chose, encore qu'on a besoin de démontrer ça, parce que pour le moment, on a toujours, encore une fois, qu'un seul point. Mais pour le moment, on a essayé de comprendre s'il y avait d'autres mondes dans le système solaire, pour commencer là, qui étaient habitables pour la vie telle que nous la connaissons. Alors on sait aujourd'hui évidemment que ce n'est pas une autre civilisation, on le saurait depuis longtemps si c'était le cas, mais au moins pour une biochimie, c'est-à-dire un agencement de molécules, un environnement, etc. Mais ce qu'on a regardé pour le moment, c'est essayer de comprendre s'il y avait des environnements favorables. La première mission, tu parlais de Mars, mais la première mission depuis Viking qui cherche de la vie sur Mars, c'est Persévérance. Et ça fait 4 ans qu'elle est sur Mars. On commence à peine à chercher la vie dans le système solaire. On commence à peine à essayer de détecter des biosignatures. Et pourquoi on commence à peine? Parce que non seulement on a un petit complexe pour l'habitabilité, mais en plus on n'a pas de définition pour la vie. J'allais rebondir là-dessus justement, parce que ce que tu disais tout à l'heure, sur nous interroger sur nous-mêmes, d'essayer de trouver de la vie ailleurs, nous permet aussi de nous poser la question, mais c'est quoi la vie? Parce que ça, contrairement à ce qu'on peut croire, je vous mets au défi, toutes et tous qui sont là, comment on définit la vie. Je vous dis, même les scientifiques, il y a plus de 140 définitions différentes, personne n'est d'accord. Il y a toujours une exception.
dans un sens ou dans l'autre. Il y a toujours un truc, oui, mais ça, ah non. Je vous donne l'exemple de base. Si on dit il faut que ça respire, que ça puisse naître et mourir, que ça puisse manger, bon, le feu peut naître et mourir, peut se transmettre, peut aller d'un endroit à un autre, peut manger du bois, doit se nourrir, il faut qu'il y ait de l'oxygène, respirer, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Est-ce que c'est vivant? Bon, à part ceux qui disent oui, normalement c'est compliqué. Mais il y a aussi autre chose par rapport à tout le travail que font les gens comme les chercheuses et chercheurs comme Nathalie, qui est de se dire, ok, l'univers en gros il est hostile partout. Il y a quelques endroits où il l'est moins, comme sur Terre. Moins pour nous. Et encore, c'est quand même assez hostile. Je vous lâche 3 mois dans le désert d'Atacama tout seul, personne ne survit. Tout le monde est mort. Sans rien. Ou même au milieu de l'océan, sans rien. Tout est quasi hostile. Mais il se trouve qu'on a quand même trouvé sur Terre du vivant qui habite et qui adore habiter dans des endroits où nos ancêtres n'auraient jamais imaginé que du vivant puisse exister. Ce qu'on appelle les extrémophiles et ce genre de choses, où on a trouvé du vivant dans les piscines des réacteurs nucléaires, à l'intérieur des piscines où on refroidit le carburant nucléaire, radioactif. Il y a des bactéries qui sont là, ouh, il fait bon, j'adore. Et ça te dit que... Vous faites très bien la bactérie, Christophe, bravo. L'extrême, c'est relatif. C'est par définition par rapport à quelque chose. Et c'est pour ça que la vie ailleurs, ça peut nous paraître extrême, mais peut-être que, comme le dit Christophe, moi oui, j'étudie des tas d'extrémophiles qui sont parfaitement heureux dans des eaux acides, très acides, qui nous dissoudraient, nous, le cœur radioactif du réacteur. C'est la même chose. On trouve des bactéries qui vivent à des kilomètres sous la surface. Et à des températures parfois extrêmes. À des températures extrêmes, qu'elles soient froides ou qu'elles soient chaudes. L'extrême, c'est par rapport à nous, toujours. Donc la vie, elle peut exister dans des conditions tout à fait particulières aussi, en tout cas qui ne sont pas celles oui, et c'est pour ça qu'on étudie les analogues sur Terre, ce qu'on appelle les analogues, c'est-à-dire des endroits qui ne sont pas nécessairement très bons pour nous, mais qui nous rapprochent des environnements planétaires ou des lunes comme Europe, des endroits comme Mars, Encelade, etc., pour essayer de comprendre comment les chercher en fait. On a une sorte de double chemin. C'est-à-dire, dans un cas, on se dit, mais quand même, il faut qu'on arrive à se libérer de notre anthropocentrisme, de tout voir à travers le prisme de qui nous sommes, nous, etc. D'un côté, il faut se dire ça, et de l'autre, il faut se dire, mais on ne sait pas quoi chercher d'autre que la vie qu'on connaît. Donc c'est hyper compliqué. Du coup, au départ, les premières missions qui ont été créées et lancées sont faites pour trouver de la vie qu'on pourrait reconnaître. Et est-ce qu'il y en a d'autres? Des vies qu'on ne pourrait même pas reconnaître, mais rien ne l'exclut. Écoutez, tu entends parler. Et ce que tu dis est parfaitement exact. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que le plus extrême des extrémophiles sur Terre vient quand même du même arbre de vie. Ça veut dire cette diversité qu'on a même sur notre planète, même quelque chose qui est impossible pour nous d'imaginer, de passer notre journée dans un bain acide avec un pH de 1 ou 2 ou 0, même quelquefois. Ça vient quand même du même arbre de vie. Ça nous donne cette idée de diversité biologique que la planète a créée. Imaginez, et ça c'est issu de cette coévolution de la vie et de notre environnement, des changements climatiques, des changements d'environnement. Imaginez une autre planète avec une autre étoile et une autre coévolution. Ça va donner sûrement des choses très intéressantes, mais on n'en a pas la moindre idée. C'est probablement très très différent. Nathalie Cabrol, cette zone d'habitabilité donc, qui a permis à la Terre aussi de naître, de développer ensuite la vie, ça se joue vraiment à très très peu. C'est ça qui est aussi fascinant. C'est-à-dire qu'il aurait suffi d'une inclinaison très peu importante de la Terre pour que tout ça n'existe pas. Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que évidemment, c'est quelque chose qu'on n'a pas. La Terre, elle bouge peu, en fait, contrairement à Mars, qui bascule beaucoup sur son axe. Ce qui s'est passé avec la Terre, on ne peut pas parler des épisodes comme ça, mais l'habitabilité, c'est différent. L'habitabilité, elle a beaucoup de facteurs. Le premier, c'est l'étoile. C'est l'étoile du système solaire. Mais l'habitabilité elle-même autour du Soleil, elle varie avec le temps. Il n'y a jamais rien qui est fixe. Les étoiles, c'est comme les personnes. Elles ont une enfance, elles ont un âge adulte et elles ont une vieillesse et une mort. Et lorsque le Soleil a commencé, il était beaucoup moins lumineux qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc, la zone habitable du système solaire, qui est en fait
si vous voulez, pour résumer très largement, un endroit qui est ni trop chaud ni trop froid pour que l'eau puisse rester à l'état liquide à la surface d'une planète. Eh bien, à ce moment-là, c'était un tout petit peu plus près du Soleil, ce qui fait que Vénus, en fait, était une planète habitable, probablement avec des océans. La Terre avait des océans aussi et Mars avait des océans aussi. Mais ensuite, le Soleil est entré dans ce qu'on appelle la séquence principale, c'est-à-dire qu'elle a commencé à faire sa fusion dans son cœur nucléaire. Et donc, il a commencé à être plus lumineux. Mais il n'est pas devenu aussi lumineux qu'on le voit aujourd'hui, comme ça, d'un jour ou l'autre. Imaginez, il y a seulement 400-500 millions d'années, la vie est déjà bien évoluée sur Terre, mais le Soleil ne fait que 96% de la luminosité actuelle. Et ça va continuer. Dans 1 milliard d'années, il sera trop lumineux. Et il y aura trop d'énergie à la surface de la Terre pour que la vie, telle qu'on la connaisse, puisse survivre à ça. Ça, c'est le premier aspect de l'habitabilité. Ensuite, il y a les conditions planétaires. Il y a toutes les conditions astronomiques, l'inclinaison, l'excentricité, les phénomènes de précession. En clair, c'est la géométrie de la Terre dans l'espace, comment elle évolue, la présence de la Lune qui a aussi permis de pas mal stabiliser le climat. Jupiter aussi qui a joué un rôle important. Oui, mais pas celui que vous croyez nécessairement. Ça, c'est très débattu aujourd'hui. On a pensé pendant très longtemps que Jupiter nous avait préservé de pas mal de problèmes, mais en fait, elle est très grosse et très massive et elle a probablement créé autant de problèmes qu'elle en a empêché. Donc, cette position de Jupiter, c'est un petit peu relativisé. Là, par contre, où elle a joué des tours, c'est pour Mars, parce que Mars est tellement près de Jupiter qu'elle reçoit beaucoup plus d'astéroïdes. Mais ensuite, il n'y a pas que la zone habitable. Et ça, c'est le grand apport non seulement de l'exploration planétaire, mais aussi de l'exploration des environnements extrêmes sur Terre. Ce qui importe pour l'apparition de la vie, c'est qu'on ait 5 conditions qui soient réunies. Il faut de l'énergie, une source d'énergie, ça n'a pas besoin d'être le Soleil, ça peut être une énergie chimique, ça peut être... Oui, d'accord. Ça peut être l'eau ou un solvant quelconque, ça peut être aussi des nutriments, on en a besoin. La présence d'une source de carbone, parce que dans la vie qu'on connaît, c'est la charpente de la biochimie. Et puis, un ou des abris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une atmosphère, mais ça peut être aussi un océan, ça peut être sous la surface. Du moment que vous avez ces 5 conditions réunies, vous n'avez pas besoin d'être dans la zone habitable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on commence à penser à Europe, à Encelade, à Titan, qui sont bien au-delà de la zone habitable. Et ça nous donne beaucoup d'espoir de trouver la vie. Avec une biochimie telle qu'on la connaît pour la plupart, Titan, c'est un petit peu différent. Mais pour la plupart des autres lunes, oui. Christophe? Thermodynamique. Il y a aussi ce problème de se dire qu'on voit que la vie est apparue sur Terre. Et du coup, on essaye de justifier l'apparition de la vie sur Terre à travers l'histoire qu'on découvre de notre planète. Mais on n'est absolument pas certain que tous ces événements, ne serait-ce que la création de la Lune, ne serait-ce que la stabilisation de l'axe, soient nécessaires. On ne sait pas. On sait que ça a marché ici. Mais est-ce que la vie serait quand même apparue si la Lune n'avait pas été là? Peut-être. Est-ce que certaines planètes qui font tout le temps face à leur étoile et qui ont du coup une face qui tourne en même temps que leur étoile, disons, qui leur montre toujours la même face, avec des températures de plusieurs centaines de degrés d'un côté et de moins 100 degrés de l'autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une zone entre les deux où il ferait bon? Et ça suffirait pour qu'il y ait de l'eau liquide éventuellement. Une fois de plus, on n'a qu'un seul exemple. Ce qui est génial avec les lunes dont parle Nathalie, que sont Encelade et Europa, si jamais vous ne connaissez pas ces deux noms, Europe, c'est une des lunes de Jupiter, qui, on a découvert ces dernières années, possède un océan d'eau liquide sous une surface toute gelée. Pareil pour Encelade, qui est une lune de Saturne pour le coup. Et s'il y a de l'eau liquide, ça veut dire qu'il y a une source de chaleur. Et ce n'est pas le soleil là-bas. C'est ça l'habitabilité dont parlait Nathalie, c'est-à-dire qu'on a toujours basé ça sur la distance au soleil, mais là la source de chaleur c'est même pas le soleil du tout, c'est Jupiter, c'est Saturne, pas parce qu'elles brillent et qu'elles ont chaud, mais c'est parce qu'en attirant ces planètes gravitationnellement, ça crée de la friction sur les roches, parce que ce qui est plus proche de Jupiter va attirer plus que ce qui est plus loin, du coup ça crée une friction, et en frottant ça crée de la chaleur. C'est cette chaleur-là qui, d'une certaine manière,
en disant rapidement, créer ces océans d'eau liquide. Et si là, on trouve une forme de vie, une fois de plus, qui n'a rien à voir avec celle qui existe sur Terre, ça serait cool. Ce serait intéressant, d'autant plus qu'il y a un petit peu plus d'oxygène dans l'océan d'Europe, ce qui pourrait donner des formes de vie un tout petit peu plus complexes en fait qu'ailleurs. Mais il y a aussi quelque chose qui est formidable, et ça nous donne un petit peu la dimension du progrès qu'on fait tellement rapidement. Il y a seulement 20 ans, si je vous avais demandé combien il y a d'océans dans le système solaire, tout le monde aurait répondu c'est la Terre, c'est un monde océan, etc. Aujourd'hui, on en compte environ 15 mondes dans le système solaire avec des océans. Alors il n'y en a que deux mondes, c'est Titan et la Terre, où ils se trouvent en surface. Et Titan, en plus, on a un autre, comme tu le disais tout à l'heure, sous la surface. Et il y a Europe, Encelade, bien évidemment, qui ont des océans souterrains. Mais ensuite, théoriquement et par modélisation, on pense même à Pluton, à 6 milliards de kilomètres du Soleil. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et pour les mêmes raisons, en fait, que ce que tu décrivais pour Jupiter et Saturne avec Europe et Encelade, c'est que Charon, qui n'est pas tellement loin, crée aussi ces phénomènes de marée. Mais on n'aurait jamais pu imaginer avoir quelque chose comme ça, il n'y a pas si longtemps. Pour Titan, juste, c'est pas de l'eau liquide qui est à la surface. Le seul monde où on sait qu'il y a de l'eau liquide à la surface, c'est la Terre. Il n'y en a pas d'autres pour l'instant. On en trouvera peut-être dans les images de James Webb et d'autres télescopes. On imagine des mondes recouverts d'océans, mais pour l'instant, on a la confirmation que sur Terre. Sur Titan, c'est des lacs et des mers, peut-être, on peut appeler ça comme ça, d'hydrocarbures, d'éthane, de méthane. Ça sent pas bon. Là-bas, c'est sûr, il ne faut pas allumer une cigarette. Il n'y a pas d'oxygène libre. Tu peux allumer une cigarette, mais ce n'est pas recommandé. Elle ne s'allumera pas. Christophe Galfard, Nathalie Cabrol, il nous reste 2 minutes. J'aimerais, parce que c'est le thème de notre rendez-vous, les merveilles et les énigmes. Quelle énigme est-ce que vous aimeriez voir résolue avant votre mort, Nathalie Cabrol, et Christophe, pareil? Est-ce qu'il y a un sujet vraiment pour lequel vous aimeriez avoir une réponse? Je pense que oui, on aimerait tous savoir si ailleurs, quelque part, que ce soit dans le système solaire ou à l'extérieur du système solaire, s'il y a une forme de vie qui est apparue. Bien évidemment, on peut se dire que si c'est une forme évoluée, ce sera encore plus passionnant dans la mesure où on peut avoir une discussion philosophique et poser toutes les questions dont on a parlé quand on a commencé. Mais si on trouve ne serait-ce qu'une forme primitive de vie sur n'importe quel des mondes du système solaire, ce sera une découverte absolument remarquable parce que ça nous parle de l'abondance de la vie dans l'univers. Christophe, vous n'avez pas le droit d'avoir la même réponse, donc il faut trouver autre chose. Alors, si McDonald's existera encore dans 1000 ans. Non, malheureusement, la question de la vie, alors, je vais dire, comme ça me permet de penser à autre chose, de trouver une autre réponse en répondant la même chose pour commencer. Sur l'existence d'une vie extraterrestre, ce qui est phénoménal, ce que Nathalie disait tout à l'heure, c'est qu'on entre dans une époque où on va peut-être avoir une réponse à cette question. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'humanité, en tout cas de manière active. C'est-à-dire que passivement, voilà, s'il y a une soucoupe qui vient se poser sur la place de la Concorde, comme disait Nathalie, là, ce n'est pas de notre fait, on le voit. S'il y a une communication intelligente, etc., il faut quand même pouvoir la détecter. Aujourd'hui, on commence à être capable de faire ça. Des microbes, on commence à être capable de les détecter sur des planètes proches de nous. Donc on a la technologie pour commencer à faire ça. Maintenant, vu que je n'ai pas le droit de répondre à cette question comme ça, j'adorerais qu'on ait une estimation précise de ce qu'est la matière noire dans notre univers. Et ça t'apprendra de me poser cette question à la fin, comme ça je n'ai même pas le temps d'expliquer ce que c'est. Moi, je pensais que tu allais me répondre une nouvelle théorie, par exemple, justement. Ben, ça oui. en fait partie, Ouais. justement, parce que c'est quand même le Graal aussi aujourd'hui. Les modèles qu'on a de notre univers font apparaître des mystères à chaque endroit. Moi, j'ai travaillé sur les trous noirs, par exemple, pendant longtemps, et on sait qu'il nous faut quelque chose de nouveau pour aller les comprendre. Pareil pour le Big Bang, et la matière noire fait partie de une petite graine de compréhension là-dedans. Et moi, j'aimerais pouvoir passer au-delà de l'horizon qui nous est fermé à l'heure actuelle, pouvoir voir ce qui se passe au-delà de tout ce rayonnement qu'on ne peut pas dépasser à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous connaissez Calvin et Hobbes, le petit strip qui est assez rigolo dans les journaux, où il y a Calvin qui est un petit enfant et Hobbes c'est sa peluche, et ils parlent ensemble.
Et ils se disent tous les deux à quoi tu penses. Qu'est-ce que tu pourrais avoir comme réponse si tu voudrais vraiment. Il y en a un qui dit j'aimerais savoir ce qui se passe après la mort. Et il y a le tigre qui répond moi j'aimerais juste avoir un sandwich à midi. Et il se trouve qu'à midi il a son sandwich, donc il est content. Et l'autre il n'a jamais la réponse. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on vous applaudit très fort. Et je renvoie sur vos ouvrages qui sont présentés ici. Vous avez des signatures de prévues ou pas? Juste à côté, là, tout de suite, hein, c'est ça? Donc on vous retrouve pour signer je sais pas et discuter avec le public. Donc on prolonge la journée. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à vous, Mathieu. chers amis.